Bonjour Monsieur Petit, je propose de vous présenter rapidement à notre auditoire et puis vous répondrez aux questions de Esteban et Antoine sur votre parcours. Donc, vous êtes né le 18 juin 1960 et vous étudiez les mathématiques afin d'obtenir l'agrégation en 1982. Votre carrière débute alors en 1984 à l'Université d'Orléans avant de soutenir en 1985 une thèse sur la théorie des langages formels. De 1984 à 2004, vous occuperez ainsi des postes d'enseignant-chercheur d'abord à l'Université d'Orléans, puis à l'Université Paris-Sud et enfin à l'ENS Paris-Saclay en 1994, dont vous dirigerez également le département informatique jusqu'en 2001. Vous occuperez également le poste de chargé de recherche au CNRS dès 1991. Par la suite, vous vous orienterez vers l'administration de la recherche en prenant en 2001 le poste de directeur adjoint de la direction de la recherche au ministère associé, puis vous prendrez successivement la tête du département sciences et technologies de l'information du CNRS, puis celle du centre de recherche de l'INRIA de Paris-Rocancourt, avant d'être nommé directeur général adjoint de cette même institution en 2010, puis PDG en 2014. C'est le 24 janvier 2018 que vous serez nommé à votre poste actuel de PDG du CNRS sur proposition d'Emmanuel Macron par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. En quelques mots, votre mission en tant que président-directeur général est de définir la politique générale du CNRS et d'en assurer la direction scientifique, administrative et financière. Vous devez de plus conduire les relations du centre avec vos partenaires extérieurs, aussi bien du secteur de l'enseignement et de la recherche, ainsi que les partenaires économiques. En 2022, vous êtes reconduit à votre poste de PDG par Emmanuel Macron, en appelant à faire une recherche fondamentale au service de la société. Et nous allons mieux comprendre cela durant cet entretien. Merci d'être parmi nous, Monsieur Petit. Ça fait un peu une chronique mortuaire, c'est le privilège de l'âge. Avant de commencer, une première question d'introduction, puisque la plupart d'entre nous sont assez peu familiers avec le milieu de la recherche. Est-ce que vous pourriez simplement définir ce qu'est, selon vous, la recherche scientifique? C'est la passion. Non, mais c'est vrai, il faut être avec la recherche, on est mal payé. Mais on a cette chance extraordinaire de faire, les scientifiques ont cette chance extraordinaire de faire de leur passion leur métier. Et la plupart des scientifiques sont des gens qui, très tôt, en fait, ont eu envie de faire de la recherche et souvent, ils savaient déjà à l'avance ce qu'ils faisaient comme recherche. Si je prends mon cas personnel, qui est comme celui que je connais le mieux, jamais de ma vie je me suis posé la question de ce que je ferais ma vie. Je ne pensais pas que je serais PDG du CNRS, hein. Je ne savais même pas qu'il y avait un PDG au CNRS. Mais au tout petit, avec un truc qui m'amusait, c'était les maths. Et je pense que, alors il y a des gens, c'est la révélation, si je peux dire, peut venir un peu plus tard, mais je pense que c'est comme ça, la recherche scientifique. Alors c'est quoi la différence entre la recherche scientifique et faire des études, au fond? La question principale, c'est que quand on fait des études, quand on est en prépa, puis après, quand on est ici, essentiellement, on vous pose des problèmes et vous trouvez la solution. Et il y a une solution. Je pense que faire la recherche, la grande difficulté, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Et les grands chercheurs, parce que dans les chercheurs, il y a toute une batterie. Hein. C'est comme les joueurs de n'importe quel sport de haut niveau. Quand je parle de foot, c'est quand même le sport le plus populaire. En foot, il y a des gens qui jouent en première division, il y a des gens qui sont internationaux. Et puis il y a de temps en temps un Mbappé ou ce que vous voulez, si ce n'est pas Mbappé, ou prenez un autre, je m'en fous. Et ils sont tous professionnels de foot, mais il y a toute une hiérarchie. Et en fait, dans la recherche, c'est pareil. Si vous prenez, il y a les prix Nobel, bien sûr, mais il y a les médailles Fields, et puis dans toutes les disciplines, il y a une espèce de hiérarchie comme ça. Mais avant tout, c'est une passion. Et les gens font ça par passion. Et je ne sais plus pourquoi je me suis dit avoir raconté ça, c'est l'âge. Donc les gens vont essentiellement choisir ce métier-là. Et donc, pardon, je ne sais plus où j'en étais, mais ça s'est enlevé, excusez-moi. La grande différence, c'est
les grands scientifiques, c'est ce que je veux dire, en fait, sont des gens qui se posent les bonnes questions et qui sont capables de faire des rapprochements entre des disciplines différentes, d'être capables d'utiliser des méthodes auxquelles personne n'avait pensé pour régler un autre sujet. Et je pense que c'est ça la grande différence entre faire des études et faire de la recherche. Ce qui veut dire que une des difficultés de la recherche, c'est la remise en cause. C'est que vous êtes remis en cause en permanence parce que finalement, même si vous avez fait quelque chose de bien un jour, vous n'êtes jamais sûr que vous ferez quelque chose de bien le lendemain. Et encore une fois, personne n'a la solution. Alors c'est un côté fascinant parce que finalement, vous vous posez des questions et que vous ne savez pas s'il y a une solution, vous ne savez pas quelle va être la solution. Mais c'est ça la recherche. Et c'est une compétition qui est internationale. C'est ça qui est difficile, c'est que encore une fois, c'est une remise en question permanente. Et si vous faites de la recherche, et notamment si vous faites de la recherche fondamentale, au CNRS, c'est ce qu'on fait, c'est de la recherche fondamentale, ça n'a un sens que si vous êtes parmi les meilleurs au niveau international. Il faut accepter ça, c'est une compétition. On dit souvent que la recherche, c'est un monde de coopétition. On fait le mélange entre compétition et coopération, et les deux sont vrais. C'est-à-dire que vous avez envie d'être meilleur que les autres, mais vous savez aussi que tout seul, vous n'y arriverez pas. Et ce qui est assez rigolo, c'est de voir que les meilleurs chercheurs, les meilleures chercheuses, ils n'ont que de cesse d'essayer de collaborer avec les meilleurs aussi. C'est pas dans une logique où chacun va se mettre dans son petit territoire en disant je vais être le roi de plaine dans le territoire. Vous savez que si vous voulez aller plus loin, vous allez coopérer avec les gens. Alors, ce que je dis là, c'est général, et selon la discipline que vous faites, la coopération elle est plus ou moins grande. Si vous faites des disciplines comme les maths ou l'informatique, souvent, les papiers que vous allez publier, vous allez publier éventuellement même tout seul, à 2-3 personnes. Si vous faites de la physique des particules, ça leur arrive de publier des papiers à 1000 auteurs. Donc on voit bien que ce n'est pas le même type de coopération, mais c'est ce mélange-là qui fait le charme de la recherche. Très bien. On vous en avait parlé un peu, de par nous, notre formation, on a été surtout éduqués à faire des problèmes qui ont une solution déjà trouvée, où on ne coopère pas beaucoup, etc. Est-ce que pour vous, justement, le système scolaire français, il est adapté à la formation des futurs chercheurs, ou pas du tout? On est un grand pays scientifique. Ça, je pense que c'est un point important. On reste un grand pays scientifique. Après, il faut être conscient du fait que la recherche, il y a des gens qui font de la recherche pour faire leur métier, mais il y a aussi ce qu'on appelle la formation par la recherche. Et il y a plein de pays dans lesquels les gens font des thèses, puis ensuite vont ailleurs. Éventuellement dans la recherche privée, pas nécessairement dans la recherche publique, mais y compris ailleurs, carrément ailleurs, dans autre chose. Si vous allez en Allemagne, vous allez trouver plein de gens qui sont Herr Docteur ou Frau Doctoresse, qui font de l'administration, qui sont dans des ONG ou dans ce genre de choses. Ça ne fait pas partie de ça complètement de la culture française, mais je pense que c'est vraiment une formation complémentaire. Vous allez dire, oui, on va perdre 3 ans à faire une thèse, ou 3 ans, voire un peu plus, et je pense que cette notion de formation par la recherche, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans le système scolaire français. On essaie de l'apprendre un peu quand vous rentrez dans les écoles, dans les ENS, parce que dans les ENS, on fait beaucoup de recherches. Mais quand j'étais, vous l'avez dit, j'ai dirigé le département d'informatique de Cachan. À l'époque, ça s'appelait Cachan, maintenant ça s'appelle Paris-Saclay. Et on s'est rentré commune avec le directeur du département de maths, qui était une brute épaisse, et qui accueillait les élèves en leur disant vous venez de glander pendant 2 ans en prépa, maintenant il va falloir vous mettre à bosser. Vous imaginez la tête que vous êtes quoi, vous êtes combien de années de mention? Il y a de tout. Il y a de tout, donc si vous venez de rentrer, vous imaginez que ça vous fait plaisir d'entendre ça. Mais il disait aussi un truc qui était plus intéressant de mon point de vue, c'était vous venez de faire les maths, à l'époque, hein, c'était il y a quelques années, mais vous venez de faire les maths du 19e siècle, vous allez maintenant faire les maths du 21e. On est à la fin du 20e. Et ça prouve aussi qu'en termes de sujet, de perspective, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'on peut éventuellement reprocher au système français, mais plus au système des classes prépa, c'est que c'est un système qui est très scolaire. Il y a un exercice, il y a une solution, il y a des solutions, c'est très scolaire. On ne va pas nécessairement demander aux gens d'être imaginatifs. Et c'est pour ça que de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui avaient des cursus extrêmement brillants, qui sont même entrés à l'ENS en maths,
et qui s'avèrent être de mauvais chercheurs, parce que c'est des gens qui ne savent pas, encore une fois, se poser les vraies questions. Mais je pense qu'il ne faut pas, le système français, globalement, il a des défauts de qualité, on peut en reparler, mais je pense qu'il est globalement pas mauvais. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher un peu, c'est que les choses sont en train de changer. Cette formation par la recherche, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez développé. Et là encore, les choses ont beaucoup évolué. Voilà, ma génération, les gens qui faisaient des écoles d'ingénieurs, très peu faisaient une thèse, y compris ceux qui se mettaient à faire de la recherche. Il y a beaucoup de gens, des mines, de l'X, qui allaient dans le privé faire de la recherche sans avoir de thèse. Mais ça, aujourd'hui, c'est plus possible parce que si vous allez à l'international, avec tout le respect qu'on doit aux écoles d'ingénieurs françaises, c'est vu comme des masters. Et vous pouvez dire, je suis de l'école des mines ou je suis de l'école polytechnique, on vous demande, vous êtes à quel niveau, ça s'appelle un master, point. Avoir un PhD, c'est quand même un plus si vous voulez travailler à l'international. Donc, si vous êtes allergique à la recherche, vous ne faites pas de recherche. Mais si vous posez la question, je pense qu'il ne faut pas se dire, est-ce que je fais une thèse parce que j'ai envie d'être chercheur professionnel, mais vraiment comme une étape supplémentaire dans la formation qui va vous apporter d'autres choses. C'est pas toujours facile, hein, parce que c'est une remise en cause, comme je l'ai dit, vous vous retrouvez avec un directeur de thèse ou une directrice de thèse qui peut être chiant et qui peut vous mettre un peu de pression. Mais à la fin, je pense que vous avez acquis quelque chose de supplémentaire. Merci. Donc on parlait d'éducation. Pour rester sur des sujets de société, on a vu avec la crise du Covid-19 que justement la société avait parfois des problèmes de conscience vis-à-vis de la communauté scientifique, en mettant en cause certains résultats de recherche, certaines publications scientifiques. Selon vous, quels peuvent être les phénomènes qui sont à l'origine de ce problème et comment est-ce que le monde de la recherche peut remédier à ce genre de phénomène? Il y a plein de sujets dans la question. Ça marche le premier point, c'est on dit il y a plus de défiance vis-à-vis du monde scientifique. En fait, je ne suis pas convaincu que ça soit vrai. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, dans tous les villages de France, il y avait 3 tarés qui pensaient que la Terre était plate. Aujourd'hui, il y a toujours 3 tarés dans chaque village de France qui pensent que la Terre est plate. Un peu plus, même, c'est plutôt 4 tarés. Mais simplement, la grande différence, c'est qu'ils vont faire un réseau WhatsApp ou ils vont se faire un réseau social, ils vont parler entre eux et ils vont s'auto-promouvoir d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils font du bruit qu'ils ont raison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, à mon avis, ça rejoint au fond ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le fait qu'en France, les gens n'ont pas vraiment une connaissance très grande de ce que c'est que la démarche scientifique. C'est-à-dire que la démarche scientifique, elle s'est basée sur des processus rigoureux, c'est pas de la croyance, la science. C'est-à-dire vous avez le droit de dire j'aime pas les pizzas aux anchois, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de dire la Terre est plate. D'accord ? C'est-à-dire que votre liberté d'expression, vous avez le droit de dire des conneries, d'accord. Mais sinon, si vous voulez avoir un rapport sérieux, et je pense que c'est dans la crise sanitaire qu'on a vécue, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont pris la parole sur des bases non scientifiques. L'exemple typique, c'est Raoult, dont tout le monde a entendu parler. Raoult, c'est un cas intéressant parce que Raoult a été un grand scientifique. C'est pas quelqu'un qui a eu le Grand Prix INSERM, qui est sans doute la récompense la plus prestigieuse dans le domaine de la biologie. Simplement, à un moment, il a pété un câble et il s'est mis à raconter des bêtises et surtout, il s'est mis à confondre sa casquette de médecin et sa casquette de scientifique. Et ça, c'est 2 casquettes différentes. Parce que si vous êtes médecin, si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir, vous allez le soigner, ce qui est normal, vous faites du mieux possible, mais vous ne le soignez pas nécessairement sur une démarche scientifique. Je veux dire que vous n'allez pas faire des essais en double aveugle avec des cohortes de tant de personnes pour vérifier qu'à la fin, donc c'est pas une logique. Et tout simplement, il a, de mon point de vue, un peu mélangé les casquettes, c'est qu'il a voulu faire les 2 à la fois, c'est-à-dire qu'au médecin, il se justifiait en disant je suis scientifique, au scientifique, il se justifiait en disant je suis médecin. Mais quand je dis que les gens manquent d'un minimum de rigueur scientifique, c'est
il suffisait de regarder. Il a fait des statistiques avec des cohortes de 6 patients dans lesquels il avait en plus enlevé les 2 qui ne correspondaient pas à ce qu'il voulait démontrer. C'est dommage que nos hommes politiques, ou nos femmes politiques, ou nos journalistes, ils ne comprennent pas que faire des statistiques sur 6 personnes, c'est pas sérieux. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet de comprendre ce que c'est que la démarche scientifique. Après, il y a un autre sujet qui est de la responsabilité des scientifiques, c'est que pour moi, l'aide à la décision, c'est pas la décision. C'est-à-dire, c'est pas à nous, scientifiques, de prendre le pouvoir, c'est pas ça la démocratie, sinon c'est pas une dictature, on peut être pour la dictature, mais c'est un autre sujet, mais c'est pas aux scientifiques de dire aux politiques ce qu'ils doivent faire, ni aux citoyens. Le rôle du scientifique, c'est d'apporter des connaissances. Si je prends l'exemple du réchauffement climatique, aujourd'hui, on peut dire que plus personne ne met en cause l'existence même du changement climatique. Mais j'ai envie de dire, après tout, si collectivement on a envie de se suicider, c'est pas à nous, scientifiques, d'imposer quelque chose. D'autant moins, parce que là c'est un cas simple que je prends, d'autant moins qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui interviennent. Si vous prenez le Covid, sans doute que la meilleure façon de régler le Covid, ça aurait été tous nous enfermer pendant 3 ans. Après, il n'y a plus de Covid. La moitié aurait été carrée, l'autre moitié serait peut-être suicidée. Mais évidemment, on ne l'a pas fait. On n'a pas non plus fermé les écoles. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient en position de décider ont considéré que l'avantage qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire de préserver les jeunes enfants du Covid, il était inférieur aux inconvénients qu'il y aurait à laisser des jeunes enfants enfermés dans des milieux qui n'avaient pas forcément accès à la culture, au savoir. Donc je pense que c'est important aussi dans ces discussions sur la place de la science d'être conscient du fait que les scientifiques, on n'est pas omni-sachants, on est tous spécialistes d'un domaine qui, vu le niveau de spécialisation auquel on aboutit aujourd'hui, est de plus en plus étroit. Et donc on est là pour apporter des connaissances, mais je pense que c'est important que de laisser aux gens leur libre arbitre et décider. Mais il faut le faire en toute connaissance de cause et sans remettre en cause pour autant la démarche scientifique. C'est pour ça que c'est compliqué de trouver l'équilibre entre les deux, ou juste le milieu entre les deux. Et du coup, à ce sujet, vous, en tant que PDG du CNRS, vous avez travaillé à réduire la fraude scientifique. En quoi cela consiste et quelles sont les actions qu'on peut faire contre la fraude scientifique? Alors, il n'y a pas de raison que dans les chercheurs et les chercheuses, il n'y ait pas quelques truands. D'accord? S'il suffisait d'être... sinon, il faudrait nous breveter, tout le monde serait chercheur ou chercheuse, tout le monde aurait le cerveau. Donc, il y a quelques trucs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et je pense que c'est des gens qui font énormément de mal parce que si la société, en général, on a l'impression que finalement, les chercheurs et les chercheuses, ils racontent un peu n'importe quoi. Un jour, ils vont dire blanc, puis le lendemain, ils vont dire non, finalement, c'était pas blanc, c'était gris. Puis le surlendemain, ils disent c'était pas gris, c'était noir. Toute la confiance qu'il peut y avoir en la science, elle va disparaître. Donc, je pense que c'est extrêmement important qu'on soit le plus irréprochable possible. Et ça veut dire qu'il faut sanctionner de façon extrêmement ferme les quelques personnes, il y en a vraiment très peu, mais les quelques personnes qui trichent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on continue à faire. Là, j'ai mis sur pied, quand je suis arrivé, il n'y en avait pas un référent intégrité scientifique. Ce qui veut dire que n'importe qui peut saisir ce référent et dire « j'ai lu le papier de monsieur machin ou madame truc, et il me semble faux », ou il me semble que les figures ont été trafiquées, et ensuite, selon quelqu'un, on essaie de vérifier la véracité de ce que vous dites, bien sûr, et si c'est le cas, s'il s'avère qu'il y a un soupçon, il y a une commission d'enquête qui est mise en place, qui va examiner le papier, qui éventuellement va prendre contact avec l'auteur pour lui demander des explications, et à la fin, ça peut arriver à des sanctions. Et c'est rare, mais ça arrive qu'il y ait des personnes qui se fassent carrément virer du CNRS pour fraude scientifique. C'est exceptionnel, hein, c'est là tous les, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Mais il y a toute une gradation de sanctions à la fonction publique, qui n'existe pas dans le privé d'ailleurs. En fait, on peut suspendre les gens jusqu'à 2 ans sans traitement. Donc il y a toute une hiérarchie de sanctions. Mais peut-être la pire des sanctions pour ces gens-là, c'est qu'après ils sont connus comme des tricheurs. Et ça devient compliqué. À l'inverse, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que
les mœurs ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 25 ans ou 30 ans. C'est-à-dire que si on prend des papiers d'il y a 30 ans, il n'y avait pas les logiciels qui pour vous sont votre quotidien, il y a des gens qui embellissaient les images, on dit. D'accord ? Aujourd'hui, on peut dire que c'est des gens qui trichent. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, embellissaient les images, juste ça, et ça, c'est pas très grave, c'est comme ça se faisait à l'époque. Et puis, il y a des gens pour lesquels l'embellissement, ça allait un peu trop loin, c'est-à-dire qu'ils enlevaient tous les trucs qui ne correspondaient pas à leur théorie. Et là, évidemment, ça devient de la triche. Après, la triche, c'est pas un truc aussi simple que ça. Il ne faut pas penser que c'est complètement binaire. Une grande partie de la triche, entre guillemets, c'est les gens qui trichent vraiment, c'est facile. Puis il y a des gens qui font du plagiat. Ça, c'est pas bien. Mais c'est pas si simple que ça, parce que vous pouvez avoir un papier dans lequel il y a un peu de plagiat, mais il y a un peu de pas plagiat. Donc, qu'est-ce qui l'emporte sur l'autre? Moi, j'ai eu un cas à traiter au CNRS, je ne dirai pas les noms, mais qui était au fond assez amusant, parce qu'improbable. En tout cas, vous allez voir le sujet, moi je l'avais trouvé improbable au départ, c'est des gens qui font de la philosophie médiévale. D'accord ? Il y a ça aussi au CNRS, pas beaucoup, il y en a. Et il y a eu toute une polémique sur une chercheuse qui, en plus, n'a pas eu de chance, parce qu'elle a été accusée pendant son année de stage au CNRS. C'est-à-dire que quand vous rentrez au CNRS, vous êtes fonctionnaire, stagiaire pendant un an, puis après vous êtes titularisé. Et sur 30 papiers qu'elle avait fait, il y en a plus de la moitié qu'elle a rétracté parce qu'il y avait du plagiat. Mais l'autre moitié des papiers étaient considérés comme des très bons papiers. Et j'ai reçu des courriers du monde entier, vraiment, c'était assez amusant parce que les deux premiers paragraphes étaient les mêmes et le troisième allait à 180 degrés. Donc le premier, c'était le CNRS, c'est une institution formidable, je peux être que d'accord avec ça. Le deuxième paragraphe, c'était « Et donc vous devez être absolument irréprochable sur l'intégrité scientifique », toujours d'accord. Et le troisième paragraphe, il y avait la moitié des gens qui me disaient « Et donc vous devez virer Madame Machin qui est la fausse des choses ». Et l'autre moitié disait « Et donc vous ne devez pas virer Madame Machin qui est l'objet d'une accusation sans fondement, etc. » Donc Java, c'est pas si simple que ça, la triche. Et je pense qu'elle n'a pas eu de chance, on peut le dire comme ça. On a enregistré, c'est ça, donc il ne faut pas juste qu'on bêtise. Mais le fait qu'elle soit stagiaire fait qu'on ne l'a pas titularisée. Parce que c'est compliqué de titulariser dans la fonction publique quelqu'un qui a été convaincu de triche. Enfin, ça n'a pas été correct. Merci. Donc, le CNRS, vous l'avez dit plus tôt, c'est un acteur majeur de la recherche française et internationalement, c'est une vitrine aussi de la recherche fondamentale française. Est-ce que vous pourriez nous donner un état des lieux de la recherche française au CNRS et plus largement, et comment vous pensez qu'elle se situe par rapport au reste du monde dans cette compétition dont vous parlez tout à l'heure? C'est intéressant, quand a été créé le CNRS? En fait, vous savez, vous soyez là comme ça, vous êtes allé regarder, vous avez au moins pas la bonne idée. C'était créé le 19 octobre en 1939. Donc si vous êtes des férus d'histoire, 19 octobre 1939, c'est quelques semaines après que la France ait déclaré la guerre à l'Allemagne. Après. Donc là, vous pouvez dire, mais comme ils n'avaient pas autre chose à foutre qu'écrire le CNRS, vu le conflit qui s'annonçait. Alors d'abord, c'était le début, donc je pense qu'on n'imaginait pas la gravité du conflit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a été créé par deux personnes assez extraordinaires, qui sont Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, et Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, auquel on doit le CNRS, qui est déjà pas mal, on lui doit le Palais de la Découverte, on lui doit aussi le Festival de Cannes. Ce qui est pour un seul homme pas mal, d'autant plus que le pauvre homme a été assassiné à l'âge de 40 ans par les milices de Vichy, en 1944. Et ils ont créé le CNRS avec l'idée que, au fond, la France avait besoin d'une recherche forte pour la nation. Parce qu'il y avait une analyse qui avait été faite, qui était que l'une des raisons pour lesquelles on avait pris une branlée en 14-18, c'était que les Allemands étaient plus avancés que nous sur les aspects recherche technologique.
Et donc, il y avait toute une réflexion pendant le Front populaire dans les années 36-37 pour essayer de voir ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été créé le CNRS, avec cette idée que la science allait servir la société, allait servir au conflit. Et je ne vais pas vous faire toute l'histoire du CNRS, on va raccourcir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, l'idée que dès le départ, la science, c'était pas une activité qu'on faisait juste pour nous, pour se faire plaisir, même si c'est important de se faire plaisir, mais que c'était utile à la société, c'est ça qui a conduit à la création du CNRS. Le CNRS, aujourd'hui, c'est un gros machin, hein. On emploie 34 000 personnes, et on a un budget annuel de l'ordre de 4 milliards d'euros, 3 milliards d'euros qui est ce qu'on appelle la subvention pour charge de service public, c'est-à-dire, pour aller vite, c'est le chèque que nous fait l'État chaque année. Et le dernier milliard, c'est de l'argent que les équipes, les chercheurs, les chercheuses vont chercher sur des appels d'offres compétitifs, que ce soit auprès de l'Europe, auprès de l'Agence nationale de la recherche, auprès des collectivités territoriales. On travaille beaucoup, peut-être on en parlera tout à l'heure, avec le secteur industriel, ça c'est un autre sujet. Et on est très internationaux. C'est-à-dire que la recherche, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça c'est vraiment un point essentiel, le terrain de jeu c'est le monde. Alors, si vous êtes le meilleur chercheur de France, on s'en fout. Ça compte pas. Ce qui est important, c'est est-ce que vous avez une place sur la scène internationale. Et on est très international de deux façons. D'abord, on recrute chaque année à peu près 30% des permanents sont des chercheurs non français, des chercheuses non français. Ça, c'est une particularité de la fonction publique, de la recherche, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fonctionnaires de droit français, mais de n'importe quelle nationalité. C'est pas le cas dans l'hôpital, par exemple. C'est même pas le cas dans le secondaire. Vous ne pouvez pas être titulaire dans un lycée ou un collège si vous n'êtes pas français. À la fac ou au CNRS, vous pouvez l'être. Et puis on est aussi très présent à l'étranger, donc en dehors du territoire français. On a 11 bureaux de représentation à travers le monde. On a 80 labos avec des personnels de France, pas français, mais des personnels de France qui sont pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'étranger. Et on a quelque chose comme 500 projets internationaux. Donc on est extrêmement présent. Et donc, et les chercheurs et les chercheuses, les étrangers qui viennent en France, ils viennent pour une seule raison, parce qu'ils vont arriver dans des bons environnements. Et on parle souvent du brain drain, donc le fait qu'il y ait des Français qui arrivent à l'étranger, ce qui est vrai, mais ce qui est bien, le fait qu'il y ait une mobilité est bien. Évidemment, il faut que la mobilité soit à peu près équilibrée. Pour le moment, ça va encore, mais il y a des questions qui commencent à se poser d'attractivité, parce qu'il y a la question des salaires, parce qu'il y a la question de l'environnement d'accueil, mais il y a un effet un peu vertueux, si je peux dire, c'est-à-dire que même si vous avez énormément d'argent, c'est pas comme ça que vous construisez un laboratoire de recherche. Vous avez besoin de bons étudiants. Pour avoir des bons étudiants, il faut des bonnes universités, des bonnes écoles. Vous avez besoin d'infrastructures de recherche, à la limite, vous pouvez les acheter, mais vous avez besoin quand même d'une culture de la recherche. C'est pour ça que, même si la France ne fait pas beaucoup d'efforts en termes d'investissement R&D, on peut en parler si vous voulez, on reste un grand pays scientifique. Est-ce qu'on sera encore un grand pays scientifique dans 10, 15 ou 20 ans? Je pense qu'il faut qu'on se méfie, collectivement, et pas penser que les choses sont acquises. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a une semaine, 2 semaines, là, il y a le classement TIM en maths qui est paru. On est, depuis 25 ans, on fait partie, on dégringole le classement international sur le niveau des maths. Alors, pas les gens comme vous, qui êtes une espèce d'élite, d'accord, ça c'est pas le sujet, l'élite est toujours là. Mais le niveau moyen des élèves, il est en train de se casser la gueule, il se casse la gueule inexorablement d'année en année. On ne peut pas exclure que dans 10, 15 ou 20 ans, c'est un impact. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, d'autant plus que la compétition internationale, elle est de plus en plus grande. Si je regarde même il y a 25 ans en arrière, alors vous n'étiez pas né, moi j'étais déjà là, il y a des pays, un pays comme la Chine, ça n'existait pas d'un point de vue scientifique. Non, ça n'existait pas. C'est aussi bizarre que ça paraisse, ça n'existait pas. Aujourd'hui, la Chine est un des grands pays scientifiques. Si vous prenez un autre exemple de nature très différente, Singapour n'existait pas il y a 25 ans d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, c'est un grand pays, alors pas en termes de taille, parce que c'est tout petit, Singapour, mais il consacre énormément d'argent à la recherche. Et si vous allez à Singapour, vous seriez étonné du nombre d'étrangers qui sont là, parce qu'il y a des postes tout à fait intéressants. Et donc, cette compétition internationale, il faut se souvenir que on fait 70 millions d'habitants,
ça doit être, je sais pas, 0,8% de la population mondiale. Le poids scientifique de la France est bien supérieur à ces 0,8%. Donc c'est super, mais ne prenons pas pour acquis à jamais ce genre de choses. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à investir, et là-dessus on n'est pas les meilleurs. C'était la prochaine question. Oui, comme comparé à d'autres pays comme la Corée du Sud, Singapour, qui investissent énormément dans la recherche, la France, elle, investit seulement 2,2% de son PIB. Pour vous, quelle est la raison de ce faible investissement et quels impacts ça a réellement sur la recherche française? Ouais, donc on mesure en fait l'effort d'un pays sur la recherche, c'est ce qu'on appelle la DIRP, dépense intérieure de recherche et développement, qui regarde à la fois l'argent privé et l'argent public. C'est pas du tout que l'argent public. Et on mesure ça en pourcentage du PIB. On regarde chaque année, enfin on regarde, pour moi il y a des gens dans ce métier qui regardent ça. Et donc c'est-à-dire qu'on peut comparer l'effort que font les pays en fonction de leur PIB. Et ce qui est frappant avec la France, c'est que grosso modo en 30 ans, si on regarde entre 1996 et aujourd'hui, 28 ans, 29 ans, mais pas près, en 1996, on dépensait 2,2% de notre PIB sur la recherche et développement. En 2024, on est à 2,2%. On peut se dire c'est formidable, quelle stabilité, quelle constance dans l'effort. Sauf que dans le même temps, la moyenne de l'OCDE en 1996, c'était 2,1. Aujourd'hui, c'est 2,7. Nos amis allemands étaient à 2,1, ils sont à 3,1. Les Chinois, ils étaient à 0,6, ils sont à 2,4. Et 2,4 de leur PIB. D'accord ? Pas exactement d'autres, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est le seul pays dans lequel la dépense intérieure dans le recherche n'a pas varié. Et je ne parle même pas de pays comme Israël, la Corée du Sud ou Taïwan, où on dépasse 4-5% du PIB. Et ça, pour moi, c'est un sujet majeur parce qu'on ne va pas croire longtemps, on ne devrait pas croire longtemps, se raconter des histoires, qu'avec moins d'argent, on va faire aussi bien que les autres. On n'est pas plus con que les autres, mais on n'est pas non plus super plus malin. D'accord ? Donc penser qu'avec beaucoup moins d'argent, on va faire mieux, ou aussi bien, je pense que là, il y a un vrai sujet. Et quand je dis ça, c'est pas du tout, encore une fois, que de l'argent public, puisqu'il y avait un objectif qui avait été donné par Sarkozy, c'est petit, Sarkozy, c'est monsieur qui en transfert, qui avait donné comme objectif ce qu'on appelait les objectifs de Lisbonne, de dire que la France devait atteindre 3% de ses dépenses en recherche et développement. Et l'objectif, c'était 1% public, 2% privé. Et aujourd'hui, on est en retard des deux côtés, c'est-à-dire qu'on est à 0,76, 77 côté public au lieu de 1, et on est à 43 et 44 côté privé au lieu de 2. D'accord ? Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on peut toujours dire, j'en crois au Père Noël et dire mais le côté public c'est facile, il suffit de mettre l'argent supplémentaire. Et en admettant même qu'on le fasse, encore au Père Noël, on passerait de 2,2 à 2,4, on passerait de 0 ou à 2,5, on serait très loin. Et donc il y a un vrai sujet de savoir comment on fait pour inciter plus les industriels à investir dans la recherche. Il faut évidemment tenir compte aussi du tissu économique du pays, parce qu'on sait très bien qu'en France, une des sources de revenus, c'est toutes les activités de tourisme et de loisirs qui ne sont pas les plus intensives en recherche et développement, donc il faut tenir compte de ça. Mais néanmoins, on a un déficit, et j'ai envie de dire, on le voit, si vous regardez un secteur comme l'automobile, vous soyez conscient qu'il y a 25 ans, Renault, Citroën, à l'époque, c'était des gens qui n'imaginaient pas une seconde qu'il puisse y avoir des concurrents qui émergent de nulle part. Moi, je me souviens de discussions, je suis plus jeune, mais quand même, où on me dit mais Tesla, une voiture électrique pour les riches, ça ne peut pas marcher, ça ne va pas faire des voitures parce que l'on a 100 ans derrière nous. Vous avez vu, on en est aujourd'hui, et vous regardez les constructeurs chinois qui font des voitures électriques. Et pourquoi ? Parce que c'est des gens qui n'ont pas assez investi en R&D. Voilà, et je pense que ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on peut avoir plusieurs modèles pour la France. On peut se dire qu'on va se transformer en un centre de vacances et de tourisme pour les Chinois. Je
si vous avez fait l'école des mines, c'est pas ça notre perspective. Si on veut être un pays qui est encore un pays majeur d'un point de vue industriel et économique, je pense qu'une des richesses qu'on a, c'est quand même la qualité de la formation qu'on peut avoir en France, on le disait tout à l'heure. Mais la formation, ça ne suffit pas, il faut investir, parce que sinon les gens ils iront ailleurs. Et le fait, encore une fois, qu'ils aillent ailleurs n'est pas une mauvaise chose en soi, mais s'ils vont que ailleurs, ça c'est une catastrophe. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, et c'est un sujet qui est compliqué parce qu'au fond, il fait l'objet d'une forme de consensus politique. Donc, une partie de mon job, c'est d'aller discuter avec les députés, les sénateurs, les élus, et je peux dire qu'à part les extrêmes qui ne se préoccupent pas de recherche, qu'on pourrait étudier, mais quasiment des communistes jusqu'aux républicains, tout le monde est d'accord sur le constat. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui est presque trop consensuel. Et quand même, ils adorent ça, se foutre sur la gueule, essayer de se différencier les uns les autres. Donc, ils ne font pas cet effort collectif. Et si on regarde, quand je disais entre 1996 et aujourd'hui, si on regardait les l'échiquier politique des gens qui ont été au pouvoir, on a tout eu. On a eu la gauche, la droite, le milieu, ceux qui savaient pas où ils étaient, bref, on les a tous eus. Mais il n'y a eu aucun effort réel de ce côté-là. Et pour moi, ça c'est un vrai sujet, parce qu'en plus, on dit toujours que la recherche s'inscrit dans le temps long, d'accord, ce qui est vrai, et ça veut dire que les investissements qu'on ne fait pas, les conséquences, on ne les voit pas dans le timing du politique. Et c'est probablement pour ça qu'ils ne le font pas. Mais on le voit au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit vigilant si on veut, encore une fois, rester un grand pays scientifique, et je suis convaincu, on peut en discuter, que si on n'est pas un grand pays scientifique, on ne sera pas un grand pays du tout. Et donc, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme... Juste un truc dont je n'ai pas parlé, mais je pense que c'est important, surtout pour vous qui êtes ici, c'est la recherche fondamentale, peut-être des recherches fondamentales, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est la recherche appliquée. Ça sera un mauvais calcul. Parce que la recherche fondamentale, c'est vraiment le début de toutes les histoires de transfert vers le monde économique. Et au CNRS, on fait de la recherche fondamentale, j'insiste là-dessus. Ça ne nous empêche pas chaque année de créer entre 80 et 100 startups qui ne sont pas toutes devenues des licornes, mais il y en a au moins une qui est en CAC 40 il y a quelques années. Et on a aussi, aujourd'hui, on va dépasser les 300 labos communs avec des industriels, dans lesquels on fait encore de la recherche fondamentale, mais on fait de la recherche fondamentale sur des questions qui ont été définies avec le partenaire industriel. D'accord ? Alors, le chercheur et les chercheuses, ça c'est un avantage avec chercheurs ou chercheuses, en tout cas au CNRS, c'est que personne ne vous force à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. Je suis PDG du CNRS, mais je ne vais pas forcer les gens. Je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est un métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier de passion, il faut avoir envie de faire un sujet. Mais d'un autre côté, si vous avez un sujet scientifique que vous avez considéré comme un joli sujet, et si vous arrivez à le traiter, si c'est des applications potentielles, la plupart des gens, ils sont contents de concilier d'une certaine façon une espèce d'utilité publique, si on peut dire, avec le fait d'avoir fait avancer les connaissances et donc de s'être fait plaisir. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de difficulté, c'est pas vrai pour tous les chercheurs et les chercheuses, mais on n'a aucune difficulté à ce que les chercheurs et les chercheuses travaillent avec des industriels, encore une fois, sur la base de projets qui ont été co-définis entre nous. Donc on n'est pas une société de service, hein. Donc ce n'est pas des sujets à 3 mois, à 6 mois. C'est le gars de nous voir en disant j'ai le produit machin que je vais lancer dans 6 mois, mais il y a une imperfection qui. C'est pas nous. Nous, la durée minimale, c'est 18 mois et c'est plutôt 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est vraiment important parce que si les industriels veulent, encore une fois, penser au coup d'après et pas juste demain, il faut qu'ils s'appuient sur ce qu'on appelle souvent la deep tech, c'est-à-dire sur des technologies de pointe. Et meilleure la recherche sera au niveau international, plus grande sera la probabilité que ça soit un succès d'un point de vue économique et industriel. Et donc le fait d'avoir une recherche de qualité, c'est pour moi indispensable si on veut rester un grand pays industriel, un grand pays économique. C'est pas juste pour se faire plaisir à nous. Merci. Donc, vous avez commencé à évoquer le sujet de l'échange qu'il y a entre la recherche publique et la recherche privée au niveau des industries. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a certains groupes privés qui ont des budgets de recherche qui sont faramineux, bien au-delà de suite à la recherche publique, comme
d'organismes comme le CNRS. Est-ce que vous pouvez me dire si cette recherche privée et cette recherche publique elles sont en concurrence, ou comment est-ce qu'elles arrivent à travailler entre elles ou à traiter des sujets différents? Enfin, vous avez commencé à évoquer ce que vous pouvez... Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a quelques boîtes essentiellement américaines qui ont des budgets de recherche qui sont extraordinaires, comme Meta, comme Amazon, comme Microsoft. Mais même dans ces boîtes-là, avec quelques exceptions, mais même dans ces boîtes-là, on demande, et c'est logique, que c'est un impact sur les résultats de la boîte. Ça n'a pas toujours été vrai. Microsoft, il y a 20 ans, avait des labos de recherche qui étaient exactement les mêmes que ce qu'on pouvait avoir dans le milieu académique, ce qui a pour le coup posé des vrais problèmes d'attractivité. Et puis à un moment, il y a un nouveau patron qui est arrivé, qui a dit vous êtes gentil, le truc, mais moi je suis pas en labo de recherche, et je veux que c'est un lien, un impact. Et donc d'une certaine façon, si on est en concurrence entre recherche publique et recherche privée, c'est qu'il y en a au moins un des deux qui n'est pas où il doit être. C'est-à-dire que, sauf exception, une recherche privée, ça doit directement servir à la boîte. Et alors que nous, on est plus en amont de ça. Et ça marche bien si on collabore. Et ça, encore une fois, si je prends nos principaux partenaires industriels, dans les 300 labos qu'on a avec l'industrie, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a une grosse moitié, mais pas plus avec des grands groupes. Et c'est là qu'on a 10 labos communs avec Total, on a une dizaine avec Stellantis, avec Michelin, mais l'autre moitié, c'est avec des ETI, des PME, parfois des TPE, des gens qui ont moins de 10 employés, mais qui ont besoin de garder un avantage concurrentiel par rapport à leurs adversaires, entre guillemets, et qui ont besoin de garder des liens avec ça. Et donc je pense que la clé, elle est là. Elle est dans le fait qu'il faut que chacun soit à sa place, et que moi, quand je vais voir les grands patrons d'industrie pour essayer de discuter avec eux, j'ai une formule mais qui résume assez bien. Je dis c'est quoi votre lettre au Père Noël en tant qu'industriel? C'est quoi le truc auquel vous rêveriez d'avoir à horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et souvent, ils savent vraiment. Hein. Ils savent vraiment. Ils disent voilà, ce qui serait formidable, c'est d'être capable de faire ça. Et après, est-ce que ça se transforme en question de recherche? C'est un autre sujet. Mais ça nécessite une interaction, bien sûr, après, entre les spécialistes de la boîte et nos spécialistes à nous. D'accord? Mais des sujets comme ça, il y en a plein. Pour vous donner quelques exemples, je vois, on bosse avec Dassault Aviation sur un truc qui paraît simple, c'est comment on diminue le bruit dans les cockpits d'avion, dans les affaires. Ça, c'est pas très compliqué parce que ça veut dire faire des matériaux qui sont de plus en plus absorbants. Ça, c'est un truc qu'on sait faire. Mais ce qui est plus rigolo, c'est de se dire que l'onde qu'on va absorber, en fait, c'est une énergie, on pourrait réutiliser cette énergie. Alors, c'est pas avec ça que vous ferez voler un avion, bien sûr, mais ça fera un peu d'énergie, et dans le mix énergétique qu'on peut imaginer, voilà. Donc, typiquement, là, c'est, entre guillemets, le rêve. Vous comprenez bien quand je dis le rêve, c'est des guillemets. De dire, là, ça serait formidable qu'on sache faire ça. D'accord ? Et si on ne sait pas le faire pour la boîte, c'est pas un drame. Mais si on sait le faire, ça sera un plus. Et donc c'est comme ça qu'il faut essayer de bosser, c'est que, encore une fois, ils ont des équipes de R&D, mais les équipes de R&D des boîtes, c'est essentiellement du D et un peu de R. Nous, on ne fait pas de D, on fait du R. Et donc, on collabore avec les boîtes. Alors, les collaborations, elles peuvent prendre des natures très différentes. Ça peut être des labos communs, au sens où dans un même bâtiment, on a un labo commun, et l'exemple le plus fameux qu'on a, c'est avec Thales, sur le plateau de Saclay, qui est un laboratoire qui a été créé par Albert Fert. Albert Fert, c'était quelqu'un qui a eu le prix Nobel de physique en 2002, je crois. Donc, vous voyez qu'en termes de recherche fondamentale, le prix Nobel, ça va, c'est pas trop mal. Mais ça fait plus de 20 ans qu'on a ce labo commun avec Thales, et si vous allez vous promener dans ce labo commun, vous allez trouver des gens du CNRS, des gens de Thales, vous serez incapable de voir qui est qui, mais ils bossent ensemble, on bosse ensemble depuis 20 ans. Alors ça, c'est c'est le but plus ultra de la collaboration. Après, il y a simplement des contrats de recherche, mais qui ne sont pas de la prestation de service, dans la mesure où on n'a jamais, c'est probablement où je suis perturbé, nous n'avons jamais aucune obligation de résultat. Jamais.
Si un industriel nous demande une obligation de résultat, on dit non, parce que c'est-à-dire que c'est pas de la recherche. En fait, quand je dis ça, c'est un tout petit peu exagéré. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple des matériaux, on sait quand même grosso modo ce qu'on peut espérer avoir comme matériaux, et que si Dassault Aviation nous fait un contrat, et que 6 mois après on demande, on n'a rien du tout. Je fais des croire, on les aura une fois, mais pas deux. Donc, au fond, on sait très bien quel est le niveau de l'état de l'art, et qu'est-ce qu'on sait faire de plus, mais il y a des sujets sur lesquels on ne sait pas. On a un sujet qui est moi, je trouve assez fascinant et sur lequel on dit, on n'est pas encore au stade industriel, mais quand même, il y a des startups qui se sont bien créées, c'est tout le stockage et le calcul sur ADN. C'est que le problème du stockage, c'est comme un vrai sujet aujourd'hui, le stockage de l'information, et notamment surtout énergétique, et on commence à savoir stocker sur des brins d'ADN. D'accord ? Alors, on peut dire, oui, aujourd'hui, on sait stocker des petites quantités à une vitesse qui sont totalement irréalistes en termes de lenteur par rapport aux besoins, ce qui est vrai. Mais si on se place il y a 50 ans en arrière, on ne savait pas forcément faire beaucoup mieux avec les moyens de stockage qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ça, c'est le stockage, puis après, il y a même le calcul sur l'ADN. Et on ne peut pas exclure que dans 30 ans, on ait, pas des PC comme on a sur le banc, mais qu'il y ait des capacités de stocker sur ADN. Alors plus, si vous stockez sur ADN, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien et que ça a une durée de vie infinie. Contrairement à tous les stockages que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, ça peut être des sujets comme ça, où des industriels peuvent dire, moi je me mets dans le long terme, et ils vont pas investir beaucoup, mais c'est une façon aussi d'externaliser la ressource. Et donc, cette coopération entre recherche publique et recherche privée, pour moi, elle est absolument essentielle. Il faut être conscient que quand moi j'ai commencé ma carrière, il y a 40 ans, on se regardait en chien de faïence. Les industriels français ne bossaient pas avec les académiques français, et réciproquement. Il ne fallait pas vendre son âme au diable. Moi, quand je suis arrivé au CNRS, l'organisation du CNRS, on n'en a pas parlé, mais il y a des instituts thématiques, il y a 10 instituts thématiques, et puis il y avait 2 directeurs généraux délégués, un directeur général délégué à la science, au CNRS, c'est pas complètement étonnant, un directeur général délégué aux ressources. J'ai fait le choix de créer un 3e poste de directeur général délégué à l'innovation. D'accord ? Je pense qu'à 20 ans ou 30 ans, si un de mes prédécesseurs avait essayé de faire ça, il aurait fini dans le boudon des plumes. Moi, ça s'est fait sans difficulté, parce que je pense que tout le monde a compris l'intérêt qu'il y avait à profiter de la qualité de la recherche française, qui est réelle, pour essayer de la transférer. Et inversement, les chercheurs, encore une fois, ont compris cet intérêt-là. C'est-à-dire que, très franchement, il y a prescription. Donc, je peux le dire, moi, quand j'ai commencé ma carrière, moi, je faisais des maths, après je fais de l'informatique, mais c'était des fausses maths déguisées. Et simple, j'ai pas honte de ce que je dis, mais c'est pas prescription, mais je faisais ça juste parce que je trouvais que c'était bon. Je me contrefoutais que ça puisse avoir la moindre application possible. Après, j'ai changé, je vous rassure. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai changement de mentalité en 1 ou 2 générations, et qu'aujourd'hui, tout le monde a compris l'intérêt qu'il y avait à aller travailler avec les autres. Il ne s'agit pas encore une fois que l'industrie nous impose des sujets de recherche, c'est pas ça, hein, on n'est pas prestataire de service, mais à l'inverse, encore une fois, il y a cette synergie, tout le monde y gagne, et c'est le bénéfice à la fois de l'industriel, mais c'est le bénéfice de la recherche française et du pays, parce que créer des emplois, c'est quand même ce dont on a besoin pour vous, pour les prochains qui viendront. Et ça passe par le fait qu'on a des industries de pointe, parce que c'est pas sur les emplois, ou alors on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait le centre de vacances pour les touristes chinois, mais sinon, notre valeur ajoutée, elle est plutôt via notre cerveau, entre guillemets, que via le coût du travail en France. Merci. Un autre grand sujet d'actualité et de société, c'est l'intelligence artificielle. Que vous avez été président de l'ENIRIA, vous êtes bien placé pour en parler. Quels sont, selon vous, les impacts de l'intelligence artificielle sur le monde, et particulièrement sur la recherche? Est-ce que ça a complètement bouleversé le monde de la recherche? Alors, l'intelligence artificielle, donc effectivement, avant de diriger le CNRS, j'ai dirigé l'ENIRIA, et à l'époque, c'était dans les années 2014-2017,
je disais, à INRIA, on ne fait que l'intelligence artificielle. Il y a 5 ans, on ne faisait pas d'intelligence artificielle, mais on fait la même chose qu'il y a 5 ans. D'accord ? Donc ce que je veux dire par là, c'est que ne vous laissez pas non plus bercer de mots. D'accord ? L'intelligence artificielle, c'est un très joli buzzword, c'est pas né hier. Si je prends les algorithmes de deep learning, les premiers algorithmes de deep learning, ils datent de la fin des années 1980. D'accord ? Ça il y a 35 ans. D'accord ? Donc ne pensons pas que l'intelligence artificielle, c'est un truc qui est arrivé hier et qui est en train d'envahir le monde sans que personne se rende compte. Je pense que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil, et que c'est un outil qui est performant, c'est incontestable, mais c'est un outil qui est en train de révolutionner le monde, ça c'est clair, à une vitesse qui est, et c'est probablement ça qui est perturbant pour les gens, qui est une vitesse qui est assez incroyable. Vous allez me dire, c'était il y a longtemps, d'accord. Mais moi, mon premier poste, ça a été dit, c'était à l'Université d'Orléans, et donc ça, c'était en 1984. Je n'étais pas allé, mais c'était pas non plus, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas non plus la préhistoire. On a installé, on avait un séminaire, le lundi après-midi, je me souviens, et un jour, il y a le directeur du labo qui nous dit, lundi prochain, il n'y aura pas de séquence de séminaire, on va installer le câble Internet dans le labo. Et vous avez les premiers emails, d'accord, évidemment, c'était que du. Il n'y avait pas de mise en forme, rien du tout. Et 40 ans après, on en est dans le moment où. Enfin, ce que vous connaissez aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est perturbant pour les gens, c'est qu'on allait très très vite. Si vous prenez les smartphones, aujourd'hui, vous n'imaginez pas une vie sans smartphone. Les smartphones, ça a combien de temps? Ça a moins de 20 ans. Je pense que c'est ça qui perturbe les gens, c'est que l'intelligence artificielle va très vite. Mais pour autant, moi, je crois que ce n'est qu'un outil, c'est un outil extrêmement performant, mais c'est qu'un outil. Je ne fais pas partie des gens qui font du fantasme de l'intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on en est très loin. L'intelligence artificielle, c'est formidable sur des tâches qui sont extrêmement précises. Aujourd'hui, là, je vais repartir, je vais monter sur la petite moto, je vais aller rentrer chez moi, je vais me faire des œufs sur le plat. Je ne suis pas sûr, c'est juste une. Aucune intelligence artificielle est capable de faire tout ça à la fois. Donc, je pense que le fantasme, c'est le premier niveau Le deuxième niveau, et qui je trouve que c'est intéressant d'un point de vue intellectuel, c'est pourquoi voudriez-vous, pourquoi voudrions-nous que l'intelligence artificielle soit aussi tarée que nous et a envie de prendre le pouvoir sur nous? Parce que si l'intelligence artificielle est si puissante que ça, pourquoi elle s'emmerderait à aller prendre le pouvoir sur les misérables cloportes que nous sommes? Donc arrêtons de vivre avec ces fantasmes-là et sachons utiliser l'intelligence artificielle comme un outil assez extraordinaire, mais un outil qui est quand même encore aujourd'hui très mal compris. Si vous prenez les algorithmes d'apprentissage, ça donne des résultats qui sont assez extraordinaires, assez bluffants, mais fondamentalement, on ne sait pas pourquoi. Il y a tout un tas de recherches qui visent à essayer de comprendre comment ça marche, et essayer de donner des éléments d'explication. Après, est-ce que l'intelligence artificielle est en train aussi d'impacter les sciences? La réponse, elle est oui, ça c'est clair. Ne serait-ce que parce qu'on a des volumes de données qui sont absolument extraordinaires, ces volumes de données ne venant pas d'ailleurs nécessairement des disciplines auxquelles vous pensez. Les disciplines, si je regarde le CNRS, qui sont le plus productives en données, c'est la physique des particules et l'astronomie. L'astronomie, pour vous donner un exemple, nous sommes en train, parce que c'est des projets internationaux, de faire un truc qui s'appelle Square Kilometer Array. Et comme son nom l'indique, l'idée, c'est de faire une antenne d'1 km sur 1 km. D'accord ? C'est en Afrique du Sud, en Australie, et pour écouter le ciel. Et pour le moment, ils ne font pas 1 km sur 1 km, ils font 100 mètres sur 100 mètres, donc ça fait 1/100 en termes de surface, et ça va récupérer en données brutes tous les jours autant que le contenu du web actuel. C'est des données brutes, après on ne va pas tout les garder. D'accord ? Donc,
Donc oui, ces données, il y a de plus en plus de disciplines qui produisent des quantités absolument énormes de données, avec toutes les questions que ça pose aussi, de stockage, j'ai évoqué tout à l'heure, de traitement et du coût énergétique que ça peut avoir. D'accord ? Et donc oui, l'intelligence artificielle permet de faire des choses que ça permet, que vous ne pouvez pas faire avant. Donc c'est un côté accélérateur. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi parfois un côté transformant. Si je prends l'exemple des molécules ou des matériaux, si je caricature un tout petit peu, avant on construisait un nouveau matériau, on faisait une nouvelle molécule, on étudiait ses propriétés. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on renverse presque le processus, c'est-à-dire qu'on dit voilà les propriétés que j'aimerais avoir pour un nouveau matériau, une nouvelle molécule, et grâce à l'apprentissage profond, on est capable de construire des matériaux ou des molécules qui n'auront pas nécessairement la propriété, mais pour lesquels on maximise les chances d'avoir la propriété. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des gens qui ont des doubles compétences. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est important aujourd'hui. Et ça, moi, je peux que vous encourager, quelle que soit la discipline à laquelle vous vous consacrez, d'avoir un minimum de culture en intelligence artificielle et en traitement de données, parce que je pense que quel que soit le métier que vous ferez, vous en aurez un peu besoin. On n'est pas obligé d'être un grand spécialiste, mais de connaître un minimum. Et c'est ça qui est assez extraordinaire en termes scientifiques, c'est que ça rebâtit un peu, ça nécessite de reconstruire des choses. Et évidemment, c'est plus compliqué parce que la science, c'est comme un domaine où on est hyper pointu. C'est compliqué d'être pointu dans plein de domaines à la fois. Et ça veut dire aussi qu'il faut des collaborations entre les gens, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, avec des gens qui vont être spécialistes d'une discipline, des gens qui vont être spécialistes d'IA, chacun devant comprendre un minimum de l'autre et collaborer avec les gens. Donc, où ça nous amènera, j'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas prospectiviste. Rappelez-vous, les large language models, il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va révolutionner le monde. Oui, ça a un impact prodigieux. Qu'est-ce que ce sera dans dans 5 ans, dans 10 ans, on n'en sait rien. Donc oui, l'IA est en train d'impacter la science comme elle impacte le reste du monde. Et je pense qu'il faut la voir comme étant quelque chose de plutôt positif, avec simplement un point de vigilance, et à mon avis on doit avoir tous, c'est le fait que il faut que ça profite au plus grand nombre, et pas que ça soit accaparé par quelques États ou quelques personnalités, vous imaginez à qui je peux penser, et ça c'est un vrai sujet de démocratie. Mais après tout, c'est à nous, citoyens, citoyennes, de décider quelle place on veut donner à l'IA et quelle place on est prêt à donner à tel ou tel outil. C'est pas en soi, c'est pas mal en soi. Mais ça pose aussi la question de l'universalité de l'IA. Je veux dire par là que vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez en France. Si quelqu'un installe un serveur au Luxembourg ou même à l'autre bout du monde, il vous inondera de la même façon. C'est quelque chose de nouveau par rapport à des technologies plus traditionnelles. Grosso modo, vous pouviez fermer les frontières. Là, c'est plus compliqué de fermer les frontières si on se concerne l'IA et les réseaux. Merci. Donc, comme ça avait été dit en introduction dans votre présentation, on a vu que vous avez occupé dans la première partie de votre carrière des postes d'enseignant-chercheur et avant de vous orienter vers l'administration de la recherche. Quelles ont été les motivations de ce choix et, quel poste est-ce que vous préférez, s'il y a une préférence à avoir? Alors, moi, je pense que la vie, c'est fait d'une suite de hasards, de rencontres, et vous saisissez les hasards et les rencontres. Et moi, la première fois, je ne savais même pas ce que c'était que l'administration de la recherche, la gestion de la recherche. Je fais une thèse, après je suis devenu maître de conférence, et un jour, il y a la directrice du labo qui me dit, c'est Orsay, au LRI, laboratoire de recherche en informatique, qui m'a dit ah tiens, mais le ministère est en train de monter une cellule, là, j'ai donné ton nom. Merci. Elle me dit non, mais tu me remercieras après si ça te plaît. Et puis il y a un mec que je connaissais vaguement qui m'a appelé. Il me dit tu veux pas venir, c'est sympa, c'est un jour par semaine, on va gérer. Je lui dis c'est quoi plus facile? Oui, je sais pas. Je sais pas, mais tu verras, c'est sympa. Et je dis oui. Et c'est là que j'ai mis le petit doigt dans la gestion de la recherche.
Et puis ça m'a plu, et je pense que j'étais à peu près compétent, et c'est comme ça que ça a pris de la place. Pendant un moment, j'ai fait les deux. Après, je suis retourné à Cachan, j'ai engagé le département informatique. Puis après, on m'a proposé de prendre des responsabilités plus grandes, où c'était à 50%. Et après, petit à petit, et je pense que c'est ça aussi le charme de la vie, c'est qu'on fait des choses différentes, à des périodes différentes. J'aimais bien enseigner. Je ne sais pas si vous faites ça, des évaluations des étudiants. C'est un grand mode à l'époque, c'était le début. Donc les étudiants étaient plutôt contents. Je pense que j'enseignais correctement le truc. Je fais une recherche à un bon niveau, sinon je ne serais pas là. Et je ne suis pas non plus prix Nobel, sinon je ne serais pas non plus. C'est clair là-dessus. Donc c'est juste des opportunités. Mais même quand j'étais PDG d'INRIA, pour être franc, quand j'étais PDG d'INRIA, on m'aurait dit les PDG, c'est. INRIA, c'était 5 ans, c'est 4 ans, les mandats, peu importe. En 2017, tu m'aurais dit tu veux être PDG du CNRS, tu veux être PDG du CNRS, non, n'importe quoi, mais je suis très bien là. Et puis, il se trouve que le PDG du CNRS a fini son mandat, et puis voilà, puis on me dit est-ce que tu veux pas candidater. Donc voilà, c'est juste le hasard, si je peux dire. Après, je ne vais pas faire le faux modèle, je pense que ça nécessite des qualités d'être dirigeant d'organismes, du management, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de chercheurs, parce que vous travaillez avec les autres, vous devez écouter, et avec probablement ce que moi je trouve plaisant, mais ce que d'autres peuvent trouver sans doute déplaisant, c'est que c'est essentiellement un management de conviction. C'est-à-dire que les chercheurs du CNRS, les chercheurs du CNRS, je ne vais pas expliquer à quelqu'un qui est un pont dans ce domaine ce qu'il doit faire. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de pousser les gens à faire plus de pluridisciplinarité, on essaye de pousser les gens sur les sujets transverses. Donc ça, c'est un truc là, évidemment. Qu'est-ce que je préférerais? Je pense que ça a été une catastrophe d'être président du CNRS à 25 ans. Ça n'a juste aucun sens. Entre parenthèses, peut-être qu'il y a d'autres métiers en France où avoir un peu d'ancienneté pour être utile, un peu de culture, un peu de jeu de citerai personne. Non, je pense que c'est enseignant-chercheur aux chercheurs, c'est ça aussi que je trouve formidable, c'est que vous pouvez orienter votre carrière, vous pouvez faire plus de recherche, plus d'enseignement. Comme ça a été dit à un moment, quand j'étais enseignant-chercheur à Orsay, je donne des conférences, j'ai bénéficié de 2 ans de détachement au CNRS, j'ai fait que de la recherche à temps plein. Aujourd'hui, vous pouvez, plus que c'était vrai à mon époque, mais aller à l'étranger. Si vous êtes chercheur CNRS, si vous avez un projet scientifique, vous pouvez partir 2 ans à l'étranger, vous êtes payé, vous avez une indemnité d'expatriation. Donc voilà, donc je pense qu'on peut tout faire. Et moi, je trouve ce que je fais aujourd'hui, je trouve ça super rigolo, parce qu'on voit tous les sujets de la Terre, on travaille aussi bien, on va aussi bien au pôle sud que sur le chantier de Notre-Dame, que dans les océans, donc ça, c'est un côté assez extraordinaire. Voilà, donc je ne saurais pas dire ce que j'avais. Non, je pense qu'il y a un âge pour tout. Je pense que ce qui vous plaît à 60 ans, 65, c'est pas forcément la même chose que ce qui vous plaît à 25. Comme moi, j'avais 25 ans, 30 ans, j'avais bien démontré les théorèmes. J'en ai démontré un certain nombre. Et d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais démontré des trucs qui m'auraient permis d'être médaille fixe. Et peut-être que si j'avais été médaille fixe ou si j'avais eu ce niveau-là, j'aurais pas eu envie de faire de l'administration de la recherche. Et d'un autre côté, je ne vais pas non plus faire à l'inverse. Si vous êtes le dernier des branques en recherche, vous n'avez pas la légitimité d'avoir des responsabilités. Mais là, je pense que là, ça vous offre des possibilités, il faut changer, et il faut accepter ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt hostiles au changement. Quand le métier que je fais aujourd'hui, je dis toujours mon métier principal, c'est qu'il faut que les gens rentrent dans mon bureau, enfin, par définition, que les gens viennent me voir s'ils ont des problèmes. C'est pas des problèmes. Et mon but, c'est qu'à la fin, quand ils ressortent, ils ont des mois. Voire pas. Et souvent, en fait, ce que les gens attendent, c'est rigolo, c'est simplement déjà le fait que les gens vous racontent leurs problèmes. Ça suffit souvent à ce qu'ils, au fond, ils disent mais finalement, la bonne solution, c'est ça. Ou parfois, les gens, ils veulent juste que vous tranchiez. Vous dites, ok, on fait ça, on fait ci. Et c'est ça le job, c'est un travail d'écoute. Donc, il faut décider, comme il dit, je suis payé pour ça.
Mais c'est essentiellement un management par conviction et par adhésion, même si de temps en temps vous êtes obligé de prendre des décisions parce que c'est votre job de trancher. Mais c'est ça. Donc, voilà, et je pense encore une fois que c'est compliqué. Dans les statuts du CNRS, il est écrit une phrase un peu ambiguë qui dit que le président du CNRS va être une personnalité scientifique. Ça veut dire une personnalité scientifique. Ça, mais je pense que si vous n'avez pas fait de science avant, du tout, c'est compliqué de manager les gens. Parce que c'est quand même, les chercheurs et les chercheuses, c'est quand même des gens qui sont un peu spéciaux dans leur tête. Ils ne sont pas tous pareils, c'est pas tout ce que je veux dire. Il n'y a pas plus de tarés chez les chercheurs et les chercheuses que dans n'importe quel autre de la population. Mais ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure sur essayer de comprendre ce que c'est que la démarche scientifique. Je pense que c'est compliqué. Si vous n'en avez pas fait du tout, maintenant, aujourd'hui, je ne fais plus de recherche. J'ai écrit mon dernier papier, je crois que c'est 2007, je crois, ça fait 18 ans, 19 ans. Mais c'est plus comme demande aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que j'ai préféré? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Très franchement, ouais, alors, je joue les vieux cons, mais c'est pas grave, non? Mais Carpe Diem, c'est vraiment un truc auquel je crois. C'est-à-dire que tous les matins, j'arrive au boulot, je me dis, oui là, qu'est-ce que c'est? Et je pense que la vraie question, que je dis à ceux qui se plaignent, je me permets, l'avantage d'être vieux, c'est qu'on peut se permettre des trucs pour les plus jeunes. Donc il y a deux trucs vides. Le premier, ça va vous choquer, mais vous vous en souviendrez, c'est un truc que je dois à ma grand-mère, qui, quand j'avais 15 ans, me dit un jour, tu sais, chérie, la vie, ça passe vite. Quand vous avez 15 ans, toi que la vie passe vachement doucement, vous dites, vivement 18 ans que je puisse fumer dans le labière et conduire ma voiture, et quand vous arrivez à l'âge, 65 ans, vous dites, putain, bébé, elle avait raison. Voilà. Et alors, ça me fait marrer, parce que vous avez 25 ans, et tu dis que... Mais je suis sûr qu'il y en a au moins un d'entre vous qui, dans 40 ans, se dira, putain, il n'avait pas complètement tort. Donc je pense qu'il faut vraiment profiter du moment présent, ça c'est un point essentiel. Et le deuxième point qui va un peu de pair, c'est moi j'aime bien en France on aime bien se plaindre de façon générale. Moi je me dis souvent, mais avec qui je changerais? Et les chercheurs qui viennent, parce que la plupart des chercheurs sont des gens passionnés encore, même après longtemps, et t'en je dis, mais va faire autre chose. Et avec qui t'as envie de changer? Et ça je pense que c'est une vraie question. Donc, moi, je pense que chaque étape de la carrière, j'essaie d'en profiter. Et au fond, le seul inconvénient de faire ça, c'est que ça reste plus vite. Parce que si vous faites chier, ça reste plus vite. Donc finalement, c'est le problème. Merci. Dernière question avant de passer aux questions du public. À l'école des mines, on a plutôt une formation d'ingénieur généraliste et transverse. On a une grande majorité qui ne fera pas de doctorat ou quoi que ce soit. Quelle peut être la place d'un ingénieur dans le monde de la recherche? Est-ce qu'il a une place Alors, nous, tout à l'heure, je vous disais, au CNRS, on emploie à peu près 34 000 personnes. Dans les 34 000 personnes, il y a à peu près 30 000 scientifiques. Mais tous les scientifiques ne sont pas des chercheurs. Il y a des gens qui ont un statut d'ingénieur de recherche, qui peuvent être spécialistes d'un laser, qui peuvent être spécialistes d'un microscope, ce genre de choses. Et ça, c'est des gens qui sont indispensables dans un laboratoire de recherche. Ils peuvent même parfois co-signer des articles de recherche, ça dépend des disciplines. Et donc, même dans le milieu de la recherche, on a besoin de gens qui sont ingénieurs. Est-ce qu'on a besoin de généralistes? Je ne suis pas sûr. Le fait d'avoir une formation généraliste, ça c'est incontestablement un plus. À un moment, on va vous demander de vous spécialiser. Après, ça c'est vrai pour la recherche publique. Après, dans la recherche privée, on a besoin de gens, on n'a pas besoin que de gens qui sont à bac plus 23. C'est-à-dire qu'on a besoin, y compris si on parle beaucoup des données, le traitement des données, on va avoir besoin de gens avec des niveaux à bachelor de bac plus 3, avec des niveaux master de bac plus 5, avec des niveaux au-dessus. Donc je pense qu'on a besoin de cela. Après, la plupart d'entre nous n'ont pas fait. C'est quoi la proportion des gens des mines qui font une thèse? Je ne suis pas sûr, mais c'est, je pense, entre 20 et 30%.
Ouais, ça m'étonne pas, j'en sais rien, mais c'est... Ouais, sauf si vous avez des impératifs financiers tels que vous voulez que vos parents arrêtent de payer vos études, je sais pas quoi. Mais je pense que vraiment, avoir une formation complémentaire par la recherche, c'est un plus. Et si vous allez à l'étranger, vous allez avoir un PhD, c'est un plus. Et c'est pas pour ça qu'encore une fois, si vous êtes talent, que vous avez besoin d'être un chercheur professionnel. Mais je pense que c'est un vrai complément de formation. C'est vrai que ça prend 3 ans, un peu plus, mais je pense que c'est un vrai truc complémentaire de votre formation. Et le système français qui est parfois décrit, qui marche plutôt bien. C'est-à-dire que ce soit chez vous, chez vos collègues concurrents, que ce soit central, les grandes écoles, par les VIP, vous avez un cerveau qui, dans l'ensemble, est fait pour. Vous pouvez faire de la recherche sans difficulté, c'est pas plus difficile de faire de la recherche que de faire autre chose. C'est pas plus difficile. Alors, je dis, c'est pas forcément tout à fait les mêmes qualités, mais on voit bien, les gens à l'étranger, les gens qui s'expatrient, ils font de la recherche sans difficulté. Au CNRS, on a plein de gens qui ont fait les mines, qui ont fait l'IT, donc c'est juste un problème d'envie. Est-ce que vous avez envie d'avoir cette formation complémentaire par la recherche? Et encore une fois, je comprends parfaitement étant donné qui dit non, pour moi, je me barre, je veux aller bosser, et je veux plus. Donc c'est pas un sujet. Mais si vous avez un doute, je pense qu'il ne faut pas. Le seul message que je voulais faire passer, c'est qu'il ne faut pas se dire je ne vais pas faire une thèse parce que je n'ai pas envie de chercher professionnel. Je crois vraiment que c'est un plus et que de manière générale, si, y compris dans nos administrations diverses et variées, on avait plus de gens qui avaient un doctorat, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait que tout le monde ait un doctorat, c'est pas du tout ce que je dis. Si on avait plus de gens qui ont un doctorat avec des gens des formations un peu plus diverses, je pense que ça nous ferait pas mal, collectivement. Merci pour vos réponses. Donc je propose de passer aux questions du public. C'est quoi votre point de vue, vous en avez parlé déjà, votre point de vue sur le leadership et le management? Sur le leadership et le management. C'est compliqué ça. Ouais, alors on est dans une période d'intimité, il est déjà 7 heures, il est déjà 19h30. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'étais petit, j'avais une seule passion, c'est les maths. C'est pas tout à fait vrai. En fait, j'avais 2 passions, qui étaient les maths et le rugby. Le rugby, j'étais pas assez bon, et puis c'était pas professionnel, puis dans ma famille, c'était pas une option possible. Mais le rugby m'a beaucoup servi dans le management et le leadership, parce que le rugby, pour moi, est un sport merveilleux, où vous vous rendez compte que sans les autres, vous n'êtes rien. Mais néanmoins, il y a des leaders. D'accord? Et donc, je pense que ça rejoint pour moi ce qu'est la recherche, c'est-à-dire que ça n'est pas vrai de dire que tous les chercheurs et les chercheuses du CNRS, même si c'est la crème de la crème de la crème de la crème, hein, quand je dis ça, c'est pas une formule. Hein. Aujourd'hui, on forme en France à peu près 12 000 docteurs par an. Et au CNRS, on en recrute des gens qui ont fait leur thèse en France, on en recrute à peu près 180. Donc on est à 1,5%. D'accord? Donc ça fait pas beaucoup. D'accord? Néanmoins, dans ces gens-là, il y a encore des différences énormes. Et donc il y a des gens qui sont des leaders scientifiques, mais encore une fois, le fait d'être un leader scientifique ne veut pas dire que vous allez travailler tout seul. Et il faut aider les leaders scientifiques à construire leurs équipes et avoir un management qui soit, surtout dans le milieu de la recherche, qui soit un management bienveillant. Et ça, je pense que c'est un truc essentiel. C'est pour qu'un groupe réussisse, il faut que chacun, il y a le groupe a un succès, mais il faut que chacun y trouve un bénéfice. Et donc je pense que c'est ça qui est le grand challenge, c'est comment vous faites, si vous êtes un bon manager, dans le domaine de la recherche, comment est-ce que vous faites pour que chacun puisse s'épanouir, avec encore une fois des gens qui peuvent avoir des niveaux qui sont différents, mais qui sont complémentaires, parce que, encore une fois, le leader scientifique, c'est quelqu'un qui va avoir des idées un peu originales, mais une fois qu'il a eu ces idées, dans la plupart du temps, il va avoir besoin de gens qui vont regarder est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut les mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Maintenant, comme dans tout milieu, il y a de temps en temps des affreux jojo qui sont des chefs désagréables avec leurs doctorants, qui sont désagréables avec leurs collègues.
Ces gens-là, il faut essayer de faire en sorte qu'ils soient le moins nuisibles possible. Ça existe, hein, bien sûr, c'est comme partout. Donc, je pense que le leadership, c'est un leadership dans le milieu de la recherche qui est... je pense que la grande différence, c'est qu'il n'est pas lié à la fonction. C'est-à-dire que ça, c'est comme un truc qui est... Quand vous êtes doctorant, tout à l'heure, je disais, vous avez un directeur de thèse, une directrice de thèse qui peut vous engueuler, mais d'un autre côté, il va vous traiter d'égal à égal. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, c'est pas uniformément vrai selon les disciplines. Et si vous faites des maths ou de l'informatique, vous allez démontrer un théorème au tableau ou réfléchir au tableau avec votre directeur de thèse, votre directrice de thèse, on s'en fout, puis on dirait que ce directeur de thèse, c'est pas qu'un réseau et l'autre qu'un tort, c'est juste ces deux esprits qui travaillent entre eux et qui vont collaborer. Et donc, ça a forcément des impacts sur la manière dont vous managez les gens. Donc, la seule chose que vous avez, c'est vous managez des gens avec un peu plus d'expérience que les gens que vous managez. Mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir, encore une fois, ce management bienveillant et qui est lié au fait que si les gens vous respectent, c'est parce que vous leur apportez quelque chose. C'est-à-dire que dans le privé, vous savez très bien, il y a des moments où vous êtes respecté parce que vous êtes le chef et parce que les gens n'ont pas le choix de ne pas vous respecter. Parce que ça a des conséquences sur leur carrière. Dans le domaine du public, c'est la vraie reconnaissance, elle n'est pas celle du chef, elle est celle de ses pairs, de ses homologues. Quand vous êtes chercheur ou chercheuse et que vous soumettez une conférence, un papier dans une conférence ou un papier dans un journal, c'est pas votre chef d'équipe ou votre chef de labo qui va décider si le papier est accepté ou pas. C'est des référés extérieurs et si le papier est bon, il va être accepté. Et donc, le management que vous avez, il n'est pas... Le fait qu'on vous reconnaisse une qualité de manager n'est pas lié au fait que vous êtes chef d'équipe ou vous êtes chef de labo. Et donc, quand vous êtes chef, c'est vous qui décidez. C'est parce que vous allez apporter quelque chose et vous pouvez apporter des choses à des gens qui, objectivement, sont meilleurs que vous. Moi, j'étais prof à Cachan, à l'EF, je dis souvent, moi, c'est formidable, prof à Cachan, c'est moi, je suis... alors, ça date un peu, mais c'est pour vous situer, je suis entraîneur de Carl Lewis. Carl Lewis, vous connaissez? Ne pas. Usain Bolt, ça vous dit un peu plus, Usain Bolt? Ouais, mais qui courait vite. Mais qui courait vite, il a quand même un entraîneur qui court moins vite que lui. Mais l'entraîneur, il est indispensable à Usain Bolt. Et donc je pense que le management dans le milieu de la recherche, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter que c'est pas, vous n'êtes pas chef parce que vous courez plus vite que les gens qui sont sous vos ordres, et que vous n'êtes pas meilleur que les gens qui sont sous vos ordres, c'est vous leur apporter autre chose. Et c'est ça qui, de mon point de vue, fait le charme du management de la recherche. C'est que vous les aidez à grandir en leur apportant quelque chose qu'ils n'ont pas, en leur donnant les conseils au bon moment. Finalement, on les sent aussi profiter de votre expérience. Et l'expérience, quoi qu'on en dise, c'est quelque chose qui a un sens. Je ne sais pas si c'était la question, mais c'est ma réponse. Moi j'ai une question pour encourager les investissements à la recherche dans le domaine du privé. Quels sont les moyens pour pousser les entreprises à faire ça? Bien sûr, la subvention donc aux entreprises, par exemple, de réduction d'impôts, etc. Est-ce que c'est la solution, la subvention? Alors, vous savez qu'il y a des débats depuis quasiment la création sur le crédit impôt recherche. C'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui est assez extraordinaire, mais c'est un sujet sur lequel on ne peut pas avoir de débat serein en France sur le sujet. J'ai encore de moins en moins des chercheurs et des chercheuses qui me disent « mais tu ne te rends pas compte, le crédit impôt recherche, c'est 7 milliards d'euros. » Oui, c'est vrai, c'est 7 milliards d'euros. Mais il faut vraiment être d'une naïveté confondante. Mais comme peuvent l'être encore quelques chercheurs ou chercheuses, pour penser que si demain l'État supprime le crédit impôt recherche, les 7 milliards qu'il va récupérer, il va nous les donner à nous, la recherche. Là, je ne sais plus si à ce niveau-là c'est de la naïveté ou de la bêtise, mais ça ne marchera pas comme ça. D'accord ? Donc c'est compliqué d'avoir une discussion avec un certain nombre de chercheurs. C'est compliqué aussi d'avoir une discussion avec Bercy, qui a mis en place ce crédit impôt recherche, où ils sont merveilleux à Bercy parce que c'est non, mais c'est parfait. C'est des génies, les mecs. Ils mettent un truc et ils font un truc parfait. Qui fait un truc parfait aujourd'hui de nos jours? Personne. Et on n'arrive pas à avoir de débat serein là-dessus,
Alors que toutes les études montrent que si le crédit impôt recherche est plutôt un truc qui marche bien ensemble, il y a quelques entreprises qui ont fait un outil d'optimisation fiscale, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Et un autre point qui, de mon point de vue, n'est pas complètement satisfaisant, c'est que le crédit impôt recherche, pour moi, il bénéficie avant tout au directeur financier de la boîte, qui, quand il fait son bilan, rajoute, n'enlève pas les trucs, et pas nécessairement au directeur de la recherche. Et donc je pense que là, il y a une piste à creuser, qui serait d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on incite, parce qu'on n'obligera jamais un patron à investir plus dans la recherche, s'il n'y trouve pas un intérêt. Donc il faut aussi travailler là-dessus. C'est pour ça que les interactions publiques-privées sont importantes, parce que je pense que là, ils comprennent aussi l'intérêt qu'il peut avoir de bosser avec nous pour prévoir les coups d'après, comme je disais tout à l'heure. Mais il faut aussi avoir un système qui soit un peu vertueux, de façon à ce que ça incite les gens. Parce que nous, on avait proposé une formule au CNRS qui, tout le monde a trouvé ça génial, mais qui était de dire, dans les labos communs qu'on a avec les industriels, imaginons un système dans lequel le CNRS met X, l'industriel met Y, et l'État met Z, que vous calculez en fonction de X et Y, comme vous voulez. Et l'avantage, c'est que ça va directement au labo commun, d'accord? Donc c'est une vraie aide à la recherche, et ça va pas une aide, c'est pas une aide au directeur financier, d'accord? Tout le monde a trouvé ça génial, et quand je dis tout le monde, c'est de l'Élysée à Bercy, ou presque. Tout le monde a trouvé ça génial, jusqu'au moment où quelqu'un dit, mais le problème, c'est que votre truc, c'est très bien, mais c'est une dépense en plus, et pas une recette en moins. Alors, en tant qu'individu, c'est un peu la même chose, mais vu de Bercy, c'est pas la même chose. Et donc, ils n'ont pas mis ceci. Donc, je pense qu'il faudrait être imaginatif. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne se met pas autour d'une table entre les patrons, quelques patrons de grands groupes ou de PME ou de TI, et un certain nombre de gens de la recherche académique, en disant comment on fait. Parce qu'il y a quand même un truc qui est paradoxal, c'est qu'on est plutôt à une époque où tout le monde dit oui, vous avez eu plusieurs rapports qui sont sortis au niveau européen en disant oui, il faut plus investir dans la recherche et le développement, et pour autant, on n'investit pas plus. Donc je trouve que bien on dit non, c'est pas vrai, il ne faut pas plus investir, on va ouvrir des restaurants pour les touristes chinois, c'est la marotte, ou on dit oui, il faut plus investir, à ce moment-là, il faut qu'on comprenne pourquoi on n'investit pas plus. Après, je vais vous citer l'anecdote, quand Facebook a décidé d'ouvrir un labo à Paris, j'étais encore à INREA à l'époque, et ils m'ont invité à dîner pour discuter un peu des interactions qu'on peut avoir. Et j'ai expliqué aux gens de Facebook et le crédit impôt recherche et le système des tests chiffres. Vous savez que les tests chiffres, pas trop. Donc les tests chiffres, ça veut dire, regardez sur votre smartphone, mais c'est une convention, je ne sais pas quoi, de formation de la recherche. C'est un système qui permet à une boîte de financer un doctorant. Donc le doctorant est employé de la boîte et l'État paye grosso modo les charges sociales, paye à peu près la moitié du truc. Ça ne revient pas cher du tout à la boîte, d'autant plus que l'autre moitié qu'elle paye, elle peut le mettre dans ses dépenses de R&D, et donc c'est compensé. Et j'ai expliqué ça à Facebook, et là j'ai vu dans leur regard qu'ils se sont dit, putain, ils sont vraiment tarés ces Français. Parce que eux, ils arrivaient, ils étaient prêts à tout payer, d'accord, c'est pas le sujet, et ils ne s'attendaient pas à être remboursés, mais c'est des gens qui sont pragmatiques, hein, donc si vous leur proposez de leur rembourser une partie de leurs dépenses, ils acceptent ça. Et donc je pense qu'il y a aussi ça, mais c'est compliqué, probablement il ne faut pas aider de la même façon Total Energy qui fait 1 milliard d'euros de BNF par mois, et une ETI ou une PME pour lesquelles... Et ça c'est compliqué, mais je pense que c'est ce à quoi il faudrait réfléchir. Après, bon, ça devient de la politique, mais vous avez vu qu'il y a quand même un certain nombre de grandes boîtes françaises, notamment dans le domaine de la santé, qui se mettent à confirmer leur centre de R&D en France, alors qu'elles sont aidées par ailleurs de façon un peu importante, on va dire. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet, me semble-t-il, et qui encore une fois s'inscrit dans le long terme. C'est ça qui est probablement compliqué pour les politiques, c'est qu'on n'a pas beaucoup de politiques, très franchement, aujourd'hui, ils sont capables de penser dans le long terme.
Et justement sur ce sujet, parce que vous disiez qu'une partie de votre travail c'était de parler avec les politiques, est-ce que vous voyez un chemin dans les années à venir pour que on augmente le budget de la recherche en France, en tout cas le budget d'État? Ou est-ce que vraiment... Il faut qu'il y en ait un chemin. Il faut qu'il y en ait un chemin. D'abord, je ne l'ai pas dit, mais moi, dans un an, quasiment, j'aurais fini mon deuxième et dernier mandat au Sénat, donc ça sera au suivant de le faire. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Je dis souvent qu'on plante plein de petites graines auprès des députés, auprès des sénateurs, en espérant que de temps en temps, il y ait une petite graine qui émerge, qui pousse. Mais c'est pas simple, et la période actuelle est quand même particulièrement compliquée parce que le monde politique s'inscrit rarement dans le temps long, mais en ce moment là on est dans des temps qui deviennent du délire quand même. Nous, ça paraît. Non, mais nous on n'a pas de budget pour 2025. C'est-à-dire quoi qu'on n'a pas de budget? Les gens ils vont être payés bien sûr, mais en principe on n'a pas le droit de dépenser d'autre argent que l'indispensable. C'est quoi l'indispensable? C'est pas une notion complètement claire. Donc c'est vraiment une période qui est compliquée, qui n'aide pas à penser le temps long. Il y a 3 ans, il y avait une loi de programmation de la recherche. C'est la première fois qu'il y avait une telle loi depuis 25 ans qui voulait s'inscrire dans une perspective pluriannuelle, qui est extrêmement importante. Dès 2 ans après, elle a commencé à plus être respectée parce que c'était pas une loi contractuelle. Donc c'est compliqué, encore une fois. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on a quand même l'impression que c'est à celui qui gagne le plus fort qui va obtenir des sous. Et comme je dis, nous là-dessus, les chercheurs, on est vraiment mauvais parce qu'on ne va pas bloquer le périphérique, on ne va pas arrêter les trains, etc., etc. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on ait des politiques qui aient le courage de dire mais on est en train de se... Encore une fois, je ne vais pas être pessimiste, parce que je ne suis pas pessimiste de nature, mais les non-dépenses qu'on fait aujourd'hui, on va le payer demain ou après-demain. Pour donner un exemple très concret, là, on va avoir des vagues de départ à la retraite extrêmement importantes dans le milieu académique français, pas seulement au CNRS, dans un horizon de 5 à 10 ans. D'accord ? Il faut être conscient que les gens qu'on va recruter dans cet horizon-là, c'est vous. C'est des gens qui commencent leur thèse aujourd'hui. 3 ans de thèse, un postdoc, 2 postdocs, on arrive à 7 ans. Et donc si aujourd'hui on ne fait pas les investissements nécessaires pour rendre ces carrières attractives pour vous, que vous ayez envie d'eux, c'est pas dans 7 ans qu'il faudra le faire, parce que ça sera trop tard. Donc je pense qu'il y a une vraie question encore une fois, de cohérence. Moi, ce qui m'énerve le plus avec les politiques actuelles, pour être franc, c'est la schizophrénie qu'il y a entre le discours qui dit non, mais oui, c'est très important, il faut investir dans les R&D, et probablement plus au niveau européen qu'au niveau français, et le fait qu'on ne le fasse pas, quand dans le même temps, d'autres pays à travers le monde le font. Donc il faut passer du temps à lui expliquer ça. Il faut aussi inciter nos politiques à sortir de l'hexagone, c'est-à-dire qu'il y a une inculture de ce qui se fait à l'extérieur qui est assez prodigieuse. Donc, je pense qu'il faut aussi... et encore une fois, moi, le tableau que je ne vous ai pas montré, parce que avec les dépenses de PIB avec 96-2024, avec les différents pays, ben, je le trimballe partout et dès que je peux, je le montre. Et à chaque fois, les gens disent « Ah ouais, merde !» Donc c'est un premier début, hein, c'est le début. C'est pas « merde, on va faire quelque chose », mais au moins ils disent « merde ». Et c'est le début. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Mais c'est compliqué parce qu'encore une fois, dans le court-termisme qu'on a, aujourd'hui, oui, on met de l'argent, la police, ça donne plus d'argent, la justice, ça donne plus d'argent, les hôpitaux donnent plus d'argent. Tout ça est sans doute vrai, je n'ai pas de raison de le mettre en cause. Mais la question, c'est est-ce que ça construit le futur ? Avec en plus un élément qui est important, qui est que, au moins dans nos activités à nous, le champ de jeu, c'est le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a plutôt un équilibre entre les cerveaux qu'on attire et les cerveaux qui vont aller à l'étranger, mais cet équilibre, il n'est pas garanti. C'est qu'à un moment, les gens ils vont peut-être dire, bah, très bien, mais si on m'offre des conditions pour faire de la recherche ailleurs, qui sont des meilleures conditions que ce que je peux trouver en France, et quand je dis ça, c'est pas seulement la question du salaire. Ça peut peut-être vous surprendre,
Mais ce n'est pas le critère numéro 1 pour un chercheur ou une chercheuse, même si c'est important, parce que c'est des gens qui vivent comme chacun d'entre eux. Mais la vraie question, c'est est-ce que je vais avoir un environnement de recherche qui va me permettre d'être performant? D'accord? Parce que le chercheur ou la chercheuse qui débute sa carrière, je parle des professionnels, hein, là, je ne parle pas de la formation par la recherche. Les gens qui décident de devenir chercheurs, au début de leur carrière au moins, ils ont envie de tout casser, d'être reconnus comme étant et ils savent très bien que pour ce faire, ils ont besoin d'équipements, ils ont besoin de plateaux techniques, ils ont besoin d'étudiants de qualité. Et si tout ça, ça vous est offert ailleurs, un exemple très concret, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Arthur Avila, qui a eu la médaille Fields en France, alors je suis perdu dans les années, c'est pas le dernier, c'est pas Hugo Duminil-Copin, c'est un chercheur CNRS. Et maintenant il est prof à Zurich, et un jour je le vois et je lui dis, mais Arthur, pourquoi tu es parti à Zurich? Il sourit, il me dit, mais tu le sais bien, pourquoi je suis parti? Je dis, bien sûr, je le sais, je voudrais que tu me le dises pour que je puisse le répéter. Et la raison, bien sûr, les salaires suisses sont meilleurs, mais le coût de la vie est meilleur aussi. Et la grande différence, c'est de dire, voilà, si j'ai besoin de recruter un doctorant ou un postdoc, je vais voir mon directeur de département et il me donne le financement pour recruter ce doctorant, ce postdoc. D'accord? Et je n'ai pas à m'emmerder à faire un dossier qui va être jugé dans 6 mois par des gens que je ne connais pas, sur des critères. Et quand vous êtes médaille Fields, et ça rejoint la question du leadership qui était votée là, quand vous êtes médaille Fields, sans prétention, non, parce que dans l'ensemble les gens ne sont pas prétentieux, mais vous pouvez aussi dire je revendique ça. Et donc je pense que c'est à ça qu'il faut faire attention, c'est offrir des conditions de travail aux gens qui fassent que les meilleurs, ils aient envie de rester, ils ont envie de développer des équipes. C'est tout ça. Et encore une fois, je ne dis pas que si vous n'êtes pas infirmière, vous ne pouvez pas aller traverser le monde et aller bosser ailleurs, mais dans le domaine de la recherche, c'est quand même plus vrai que dans d'autres domaines. Et il faut essayer de travailler avec ça. Et c'est vrai que la période actuelle où le seul mot d'ordre de Bercy, c'est comment peut-on faire des économies, ça ne va pas tout à fait de pair avec de l'investissement. Mais comme son nom l'indique, hein, l'investissement, c'est quelque chose qui va donner ses fruits plus tard. Et évidemment, on n'est pas dans le temps politique. Donc c'est compliqué, mais je pense qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. Et encore une fois, expliquer que le monde de la recherche, le monde est mondial, si je peux dire, et qu'on ne peut pas juste regarder ce qu'on fait en France sans se préoccuper de ce qu'on fait à l'extérieur. Et si on veut rester un grand pays scientifique, si on veut rester un grand pays, il faut rester un grand pays scientifique. Et donc voilà ça. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, quand j'ai fait la première, quand vous êtes candidat à la présidence du CNRS, vous êtes auditionné par des commissions ad hoc du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc il y en a 5 ou 6 des commissions. J'aurais fait remarquer à l'époque, en 2018, mais ça n'a pas changé depuis, que ni le mot recherche, ni le mot innovation ne sont présents dans les intitulés d'aucune commission. Aucune. Alors, celle qui auditionne le président du CNRS, le candidat, c'est une commission que vous appelez culture, éducation, je ne sais pas quoi, il y a ni le mot recherche, ni le mot innovation. Donc on a du taf encore. S'il n'y a pas plus de questions du public, je pense qu'on va en rester là. Encore merci pour votre venue, pour vos réponses à nos questions. Et voilà. Merci à vous.